mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vous aurez droit à une très bonne émission avec Daniel Marceline. Oui, mais comme d'habitude, j'allais dire. C'est vrai. C'est comme d'habitude. Si tu permets, je voudrais transmettre à Christian les encouragements de quelqu'un qui m'a arrêté dans la rue à Fort-de-France de lui disant de continuer à parler des panneaux qu'on ne lit pas. Ça, c'est très bien, ça. Et bon, quelqu'un qui te dit... La signalétique, précisément. Ouais. Et puis aussi, comment ça s'appelle Les bandes. Les bandes, la peinture, ouais. délimitation. On va faire tout ça. Emmanuel, Bonsoir Gérard. tu n'as rien à dire? Non, non, Oui, tu as beaucoup de choses à dire. Voilà. Oui, oui. Et dis, Merci, félicitations merci de d'être là. m'accueillir. Oui. Christian s'en fait? Nickel, ça va très bien, Bon, merci. moi, alors, l'information, la seule dont je vais parler, c'est d'une mobilisation qu'il y a au CERMAC. Les agents dénoncent les méthodes de la direction. Petit CERMAC là, vous voyez les gros barils, vous voyez les arbres, etc. Donc, les gens qui sont là souffrent. OK? Les agents exercent leur droit de retrait pour dénoncer leurs conditions de travail et les méthodes de la direction. Alors, sur ce point, je vais m'arrêter. On parlait de la qualité de la communication, de la qualité de l'information. Je vais dire aux journalistes dont je m'inspire pour écrire cet article, je ne suis pas donneur de leçons, que le droit de grève est un arrêt collectif et concerté de travail destiné à faire aboutir des revendications. Ils ont des revendications. Ils disent que le droit de retrait, c'est un droit qui est donné aux salariés de se retirer d'une situation de travail qui présente un danger grave. Alors, est-ce que là, sous les coups barils, dans le parc de Floral, il y a un danger grave, il y a une pollution, il y a quelque chose, il y a un retrait? Alors, que certains, comme pour Blue Line, que certains syndicalistes utilisent le droit de retrait parce que ça permet de toucher les salaires en même temps. Et le Blue Line, tu évoques le fait qu'il manque des bouées, qu'il manque ceci, qu'il manque cela, des choses techniques. On va parler un jour de ce dossier-là. Mais enfin, que le journaliste qui relate cet événement confonde droit de retrait ou répète après les salariés que c'est qu'ils exercent un droit de retrait alors qu'ils sont gréver. Et pourquoi ils grèvent? Alors pourquoi ils grèvent? Ils grèvent parce que Mme Bétis devait prendre sa retraite et puis finalement elle reste là. Est-ce que c'est sérieux? Question? Non. Non. Actualité. On ne parle plus de cette guerre en Ukraine qui ne cesse de continuer. Il faut faire le point de temps en temps. Alors, le point, on va le faire entre les deux blocs, quoi. Autrement dit, le bloc occidental et puis l'autre bloc en face de vos amis Poutine. Oui, alors c'est une guerre qui oppose les Russes et les Ukrainiens, une guerre difficile, meurtrière, qui tue beaucoup de monde. Et puis en 3 ans, on a vu aussi tous les autres aspects de la guerre se déployer, la guerre informationnelle, la guerre des récits. Chacun a essayé chacun depuis 3 ans essaye de raconter quelque chose pour justifier de son action guerrière. Et aujourd'hui, on est confronté aussi à ce volet-là, qui est le volet de ce qu'on appelle les guerres hybrides. Alors, on a eu la visite chez nous, il n'y a pas longtemps, d'un général, le général Vigilant, qui est un expert, qui est un Martiniquais, mais qui est un expert des attaques hybrides, des stratégies hybrides, et qui nous a fait une très belle conférence à l'université, où il décryptait un petit peu les ressorts de ces guerres hybrides, notamment en prenant comme cas d'exemple ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce regard géopolitique pour bien prendre du recul par rapport aux récits qui nous parviennent par divers canaux et qui parfois nous intoxiquent. Parce qu'il faut être lucide sur le fait que parfois, nous-mêmes, nous recevons des informations qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité et qui nous amènent à penser à côté des faits. Alors d'abord, il rappelle quand même des choses très simples. Il dit, dans toute guerre, il y a un agresseur et un agressé. Donc c'est intéressant de mettre le doigt sur celui qui agresse et celui qui est agressé. Ça permet de désigner l'ennemi. C'est aussi simple que ça. Donc là, je laisse chacun tirer sa conclusion. Pour faire la guerre, il suffit d'être un, celui qui agresse. Pour faire la paix, il faut être 2. Aujourd'hui, manifestement, dans les discours qui aujourd'hui nous encombrent sur la paix, on n'est pas certain qu'il y ait 2 acteurs qui veuillent la paix, en tout cas. Il rappelle aussi une chose importante, c'est vrai que ce qu'on appelle les guerres hybrides, c'est les guerres qui activent des ressorts qui sont sous les radars de ce qui est légal, on va dire, ou de ce qui est détectable. Alors ça prend plein de formes, hein, ça prend notamment la forme des guerres dites informationnelles. Ce sont des procédés qui sont l'apanage de tous les États, mais que les cibles les plus
on va dire, les plus sensibles de ces manœuvres hybrides, ce sont les démocraties, puisque par principe, Les idées circulent. ce sont des endroits où les idées circulent, où les opinions font la stabilité d'un État, et donc on s'attaque au cerveau là où ils peuvent agir sur un État. Donc par principe, les démocraties sont plus perméables aux gaz hybrides, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les blocs, on va dire, totalitaires, ou les blocs de l'Est, pour faire très simple, ont développé des moyens et des méthodes très fortes pour agir sur les démocraties occidentales, l'Europe en particulier. Et donc la Russie est aujourd'hui reconnue, et ça c'est très documenté, un expert en matière de guerre hybride. Et les guerres hybrides aujourd'hui touchent l'Europe. Comment ça se Alors, passe? c'est très intéressant de dire. D'abord, avant d'y arriver, un petit rappel historique. Pendant la guerre froide, il y avait les États-Unis qui avaient comme ennemi désigné, ou comme adversaire, comme compétiteur, la Russie, et le théâtre de guerre potentiel, c'était l'Europe. Et donc, l'Europe était au centre du schéma. Aujourd'hui, on a déjà traité ça ici dans plusieurs épisodes. Le centre de gravité s'est déplacé vers la Chine. Et le compétiteur des États-Unis, ce n'est plus la Russie, c'est la Chine. C'est le bloc vraiment du Moyen-Orient, enfin de l'Extrême-Orient. Et donc, les États-Unis n'ont qu'une envie maintenant, c'est de sortir du théâtre européen. Parce que les forces qu'ils ont là, qu'ils avaient mis là pour pouvoir résister face aux compétiteurs qui étaient la Russie, ils ont besoin de reporter tout ça en Asie. C'est ça et de laisser face à face les Poutines ben oui, et puis l'Europe, les absolument. Européens. Et si aujourd'hui Trump veut la paix, il s'en fiche de la paix en réalité. Ce qu'il veut, c'est de sortir du bourbier européen, que ça soit au détriment de la Russie ou au détriment de l'Ukraine, il s'en fout royalement. Ce qui est important pour lui, c'est de sortir. Et donc voilà, ça c'est une réalité. Et donc c'est pour ça que le report se fait et donc libère finalement la responsabilité de l'Europe qui se retrouve sans parapluie et à devoir assumer seule sa défense. Donc voilà, donc l'Europe aujourd'hui se retrouve en frontale face à la Russie, qui redevient l'ennemi, et la Russie aujourd'hui active les méthodes de guerre hybride, donc les méthodes de désinformation, les méthodes de manipulation de l'information pour déstabiliser l'Europe. Et on le voit dans plein d'exemples. Je pense qu'on aura l'occasion de retraiter cet aspect-là, mais c'est un aspect très intéressant et qui nous fait prendre conscience que la guerre, ça n'est pas simplement des fronts d'armes, ça l'est bien évidemment, mais c'est aussi tout un dispositif qui se joue dans les médias, dans les cerveaux, dans les écoles, dans l'espace. Enfin, il y a plein d'aspects un peu à côté des ressorts classiques qui doivent être pris en compte pour apprécier de l'intensité d'un combat. Le conflit. D'autres aspects de la guerre, en quelque part, ce sont des organismes qui gagnent de l'argent et qui, en même temps, influencent considérablement l'opinion. Apple, Meta, et il y a quand même des règles. Il y a quand même des règles, et puis les sanctions ne peuvent être que financières. Mais je suis sûr que tu vas nous dire que ce sont des sanctions codifiées. Vas-y, Meta et Apple, les sanctions européennes, lorsque le dopage est fameux. Oui, alors il y a des réglementations européennes, il y en a peu aux États-Unis, qui limitent la liberté totale du capitalisme numérique. Alors deux des petits loulous se sont fait choper, donc c'est Apple. Mais des gros loulous, hein. Enfin, ouais, c'est une toute petite bande de gens qui pèsent extrêmement lourd, puisque c'est sur les 10 premières capitalisations boursières du monde, il y en a 8 qui sont américaines et qui sont toutes concentrées sur le domaine de la gestion de l'information. De l'information. Voilà, donc l'info, c'est le pouvoir. Ça correspond au sujet précédent. Exactement, et c'est comme ça. Il n'y a pas de mort, mais ça fait beaucoup de dégâts. C'est une guerre. C'est une guerre. Alors, Apple a été taxé de 500 millions d'euros. Enfin, bon, comme tu le disais, 500 millions d'euros, c'est ce qu'ils font. Les bénéfices trimestriels d'Apple avoisinent les 21 milliards d'euros. Donc 500 millions d'euros. Pour moi. Bah, c'est au jour. On est d'accord, au jour. Puisque
On est sur Là, on parle pas de chiffre d'affaires. Hein. Je vous ai donné le résultat net après impôt. Enfin, bon, imagine ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. 500 millions d'euros. Et puis Meta. Meta, c'est Facebook. Hein. Facebook. C'est Facebook, c'est Zuckerberg, le mec qui a volé l'idée de ses compères à la fac. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ouais. C'est magnifique. Ce type, c'est un voleur né dans l'âme. Meta a été sanctionné de 200 millions d'euros, encore moins. Je rappelle que Meta vend de l'espace et de l'attention et des adresses pour vivre. Ouais. Donc nous donnons un maximum d'informations à ces gens-là qui sont commercialisés. Auprès des vendeurs de chaussures, des vendeurs Pour vendre tout. de toutes sortes de produits. Voilà, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, plus en stockant ce qu'on appelle le cloud, de l'information sur des ordinateurs. Et ces gens-là parfois ils vont trop loin. Apple, c'est pour des pratiques anticoncurrentielles. Ouais. Donc en clair, Apple a développé un truc qui lui accorde beaucoup d'argent, c'est l'Apple Store, où on vend des applications, pas que ça, mais des applications qui sont développées gratuitement, j'allais dire, pour eux, puisqu'ils prennent 30% de commission sur la moindre application qui est vendue. Qui est vendue par leur biais. Qui est vendue sur leur plateforme, leur marché. C'est une boutique, en fait, où on achète des applications. Et touche leur com. Voilà, et on s'est rendu compte qu'ils ne permettaient pas aux développeurs d'indiquer à leurs clients qu'il y avait des solutions alternatives à Apple Store, justement. Bon, je me dis, c'est de bonne guerre. Tu passes mon marché, je t'interdis de faire de la pub pour les autres. Oui. Bon, mais c'est interdit, notamment par la Commission européenne, dans le cadre d'une espèce de texte de loi, appelons ça comme ça, qui est le Digital Market Act. Vous avez remarqué qu'ils prennent des dénominations américaines de manière systématique. C'est pas grave. Ça réglemente de manière assez sévère l'ensemble des pratiques numériques. Meta, c'est consentement ou paiement. Là, c'est interdit en Europe. Tu ne peux pas offrir un système qui protège de la pub si tu intègres dans cette solution sans pub un paiement. Là aussi, c'est interdit. Or, Meta dit, vous devez accepter consentement, vous devez accepter d'avoir de la pub toutes les 2 minutes. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de YouTube. YouTube, c'est toutes les 1 minute 30, il y a une pub. Et si tu ne veux pas avoir la pub, il faut payer. Il faut payer. Il faut s'abonner à un truc sans pub. C'est interdit, etc., etc. Bon, il y a une réflexion sur tout ça, c'est que nous devons absolument être conscients que le monde de demain, c'est d'abord le monde de l'information et que les amendes sont nécessairement réduites parce que, bien évidemment, c'est trop tard. C'est trop tard parce que pour que la Commission européenne puisse communiquer sur le fait qu'elle a donné une amende, elle utilise ceux qu'elle condamne. Ceux qu'elle condamne. Ouais. Ils ne peuvent pas envoyer de mail. Vous ne pouvez pas envoyer de mail si vous n'avez pas ces gens-là. Jingle, société. Il y a des choses qui nous traversent comme ça l'esprit. Alors, colonisation d'Algérie, et puis traite transatlantique, esclavage, ça, c'est dans notre tête, ça se croise. Mets de l'ordre pour nous, Daniel, dans ça, s'il te plaît. Oh là là, c'est très ambitieux comme projet. Alors déjà, si on réduit au fait que ça concerne la France, parce que la colonisation et la traite, ça a concerné... Je parle de la nôtre. Oui, mais non, mais c'est quand même intéressant de préciser que c'est toute colonisation et traite toute l'Europe occidentale qui a été concernée par cela. Oui. Et donc, la différence déjà, c'est dans le temps, puisque la traite a eu lieu avant. La traite et l'esclavage, disons qu'ils se terminent quand commence la colonisation de l'Afrique et de l'Algérie. Donc, c'est des périodes différentes, mais c'est quand même, ça relève une problématique qui est identique. C'est le rapport à l'autre, le rapport de domination et le rapport de violence. Voilà. Dans les deux cas. Dans les deux cas, on va le trouver. Et si, en ce qui concerne l'Algérie, on va être davantage dans une domination militaire,
territoriale et de peuplement. Et de peuplement. Et de peuplement. C'est ce qui différencie un peu par rapport aux Antilles. Mais dans les deux cas, on a, par exemple, si on prend le Code noir, une volonté de négation de l'être humain. Lorsqu'on prend le Code de l'indigénat en Algérie, c'est la même chose. Donc, par conséquent, ça nous permet, en mettant en parallèle ces deux modes de domination que furent l'esclavage et que furent la guerre d'Algérie, ça devrait permettre à la République française de s'interroger sur son passé. Et l'on constate, à la faveur des questions mémorielles, aussi bien de l'esclavage et de la guerre d'Algérie, que ce n'est pas tout à fait la même chose. La France a pu faire une loi Taubira, et on aura l'occasion d'en reparler. Il a fallu que la loi Taubira enlève la partie réparation qui était prévue pour qu'elle soit adoptée. C'est-à-dire qu'on on a supprimé toute une partie pour qu'elle puisse être adoptée. Mais il n'empêche qu'il y a une loi à l'unanimité du Parlement français qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, c'est probablement parce que c'est plus récent et que les traumatismes sont encore très, très présents. Il y a une très grande difficulté, et même un déni. Quelquefois, c'est très violent dans le fait d'aborder la guerre d'Algérie en France. Et l'exemple du film Fanon qui vient de sortir, qui commence avec Fanon en Algérie, la façon dont même les salles de cinéma, les distributeurs ont accueilli, au départ, c'était vraiment limité à un petit nombre de salles. Le rapport à la guerre d'Algérie, c'est encore quelque chose de très difficile. Donc le rapport mémoriel n'est pas le même. Et on se dit que la France a encore du chemin à parcourir pour examiner de façon claire son passé. Je dirais que même au niveau interne, lorsqu'on prend la Révolution française, lorsqu'on prend la Terreur, lorsqu'on prend ce qui s'est passé en Vendée, c'est rare qu'on examine les atrocités qui ont été commises à ce moment-là. C'était extraordinaire. Il y a un certain déni pour le pays qui se revendique des Lumières, qui se revendique des droits de l'homme. Il y a un déni à accepter les horreurs qu'il a commises. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que la France admette qu'elle a pu être le pays des droits de l'homme, mais qu'elle est aussi le pays qui a commis des violations graves aux droits de l'homme. Eh bien, le chemin n'est pas encore fait, et donc il y a du chemin à parcourir. Tu sais que c'est ce que je voulais que tu dises. Écoute, tant mieux si j'ai satisfait à ta demande. Et que c'est à notre façon à nous d'entrer dans le mois de mai. Totalement. Bon, j'ai un reproche à vous faire à tous créoles, c'est qu'au mois de mai, on ne fait rien. Tous créoles ne fait rien au mois de mai. C'est tellement important. Je continue. C'est à toi-même que tu as adressé le reproche. Il me semble que le président de tous créoles, c'est M. Handicap. Je sais, non, mais je ne mélange pas les choses. Ici, c'est à contre-temps. Tous créoles ne fait rien. Donc, il fallait qu'à contre-temps, je pallie vos carences et vos insuffisances. Je transmettrai au président. En ce qui concerne les manquements. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tout de suite, Eddy va nous parler avec sa force et sa fougue de l'impact psychologique de l'esclavage sur les populations antillaises, jusqu'à présent. Bon, je vais quand même vous donner mon opinion personnelle. Moi, j'y crois pas, hein. Oui. Ok. Oui. Mais le débat est important. On pense, à travers un certain nombre d'études, notamment, il y a des chercheurs suisses, il y a des chercheurs américains. Ça a fait l'objet d'un colloque qui a été organisé par Aimé Charles Nicolas. Ce qui a donné des actes du colloque, un bouquin très intéressant, très intéressant. On pense qu'il y a de fortes chances que sur un plan biologique, appelons ça comme ça, il y ait des stigmates du traumatisme, quel qu'il soit, qui soit transmis aux générations futures. Bon, moi, j'y crois pas. Pas que biologique. Oui, continue. Quand je dis biologique, c'est d'abord dans l'ADN, ok. Et on retrouve un certain nombre de comportements qui, si cette solution transgénérationnelle biologique n'est pas posée, sont pas forcément explicables, ok. Alors, tu as raison, il n'y a pas que le biologique,
il y a Laisse aussi... le biologique pour Emmanuel qui va le traiter tout à l'heure. D'accord. mais Reste sur le psychique, le Oui. le psychologique, le psychique. Oui, mais le psychologique, j'ai du mal à penser qu'on puisse, en parlant de quelque chose qu'on n'a pas vécu, on puisse altérer suffisamment fort des individus. Moi, je propose autre chose. Je propose autre chose. Je l'ai déjà exprimé ici. Je pense que le traumatisme, il est lié à ce que les populations qui ont vécu le traumatisme, soit qui ont infligé un traumatisme, soit qui ont reçu un traumatisme, ont été forcées de vivre ensemble. C'est ça le vrai traumatisme. Et le vrai traumatisme, il existe depuis cette date. En clair, le lundi 1848, en mai, vous avez le droit, pour certains individus, de cracher, d'insulter, de frapper, de tuer, sans que ça ait des conséquences d'autres personnes. Et le mardi, vous devez, à ces gens-là, le plus grand respect. C'est une date, hein? OK? C'est comme la loi. Bon. Mais les gens qui ont subi ce traumatisme n'ont pas le droit de frapper ceux qui Les avaient frappés. les avaient frappés la semaine précédente, et ils sont contraints de vivre sous le même toit. On est en phase, on est d'accord, c'est de ça qu'il faut parler. Je vous en prie, continuez. mon Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça, le cher. traumatisme. Oui, C'est ça la naissance du traumatisme. En fait, le traumatisme va porter de manière massive sur, prenons le cas de la Martinique, 70 000 personnes à qui on dit ben, c'est fini, tu ne vas plus souffrir. Par contre, tu n'as pas le droit de te venger. Oui, Ok. d'accord. Alors, qu'est-ce que ça Les cause? autres, Qu'est-ce que ça provoque comme conséquence? Attends, les autres, et je vais faire une comparaison, vous allez comprendre ce que ça provoque. Ceux qui étaient de l'autre côté, on leur dit tu n'as plus le droit de frapper. Par contre, tu dois les respecter, tu dois les intégrer et tu dois vivre avec eux. Bon, alors j'imagine, au-delà du traumatisme entre guillemets économique, je ne vais pas me faire que des potes, Nous sommes d'accord. puisque le système s'effondre. Le traumatisme, il est né de la préservation d'un système qui naît d'un système de discrimination. On parle de système de discrimination, et si on l'élimine, il n'y a plus de traumatisme. Je vais vous citer l'exemple. C'est le système nazi. En Pologne, il y a des camps, il y a un système qui va au-delà de la discrimination, puisque c'est de l'élimination physique. Il y a des gens qui rentrent et qui disent « ça suffit, c'est fini », et on rase ce système. Les gens sont envoyés dans leur pays respectifs, et on transforme ces lieux en lieux de mémoire et des musées, en fait. La Martinique, ce n'est pas un musée. La Martinique, on a conservé les gens qui étaient dans cette espèce de drame absolu. Tout à fait d'accord. On les a forcés à rester ensemble, et on n'a pas transformé cette espèce de bouillon de culture, d'expérimentation permanente. On l'a conservé et on l'a alimenté. Okay? Donc, le traumatisme, il naît de là. Il n'y a pas eu de fin de l'histoire. Il y a eu une continuation d'une histoire horrible remplacée par une histoire qui a été normalisée. Voilà. Tu as mis un Donc, bémol. Alors, c'est le traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça, Ben, c'est ça l'important. L'important, c'est d'abord de rappeler le traumatisme. Moi, je trouve parfaitement scandaleux que dans un pays qui a connu ce drame, il n'y ait aucun lieu de mémoire. En Guadeloupe, oui. Oui, non, Guadeloupe, ça a été proposé par un président de la République blanc. Donc ça suffit, quoi. Je veux dire, moi, je parle de nous. Nous devons, toutes les communautés, devons œuvrer pour qu'il y ait un lieu de mémoire. Un mémorial. Un mémorial, appelons ça comme ça. Et je pense que l'une des idées majeures, c'est de dire les gens qui sont les vrais descendants, ce sont les gens qui ont été nommés de manière horrible, vous vous rappelez, en 1848 jusqu'en 1850, ils ont été nommés, on leur a donné des noms. Ces gens-là, c'est les premiers à pouvoir revendiquer la descendance directe. On est d'accord, puisque c'était des esclaves.
ah ben, ces gens-là, leur nom devrait être sur un mur, un mémorial. Et tous les noms de tous les Martiniquais vivant en 1848 esclaves devaient être inscrits sur un mur. Ça commence par là. Le traumatisme, on le répare en disant ça a existé. Et devant toutes les habitations, tous les lieux d'esclavage, pas que les habitations, parce qu'il y a eu des usines au les débuts de l'industrialisation où on foutait des esclaves. Ok. Bon, donc, devant toutes ces habitations, il doit avoir un lieu qui rappelle que sur les habitations, Ça sera suffisant. Ça sera suffisant. Non, c'est le début. Ça, j'ai dit, c'est le début. Et si tu dois faire un inventaire, va plus vite. Non, moi, je pense qu'il faut que les gens puissent se rendre compte. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai sorti un numéro d'Historia. Je n'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais j'ai sorti en 5000 exemplaires. J'ai dû refaire 5000 exemplaires à nouveau. On l'a vendu à 10 000 exemplaires. Et Tu as compris que c'est pour ça que je t'ai donné un traité de ce sujet-là. oui, je connais le truc par cœur. Simplement, il y a un média, je vais lui rendre hommage, une dame qui m'a appelé, qui est Kathleen Bilas, qui m'a dit, Eddy, tu sors un document comme ça, personne ne vient te voir, personne n'en parle. Okay? Aucun cercle de réflexion, aucun historien, personne. Et j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai été dans la littérature consacrée, notamment le cahier du patrimoine, consacré à l'esclavage. Il n'y a aucune donnée sur les traumatismes, les exactions liées à l'esclavage. Les historiens traitent ça avec toute la mesure du possible. Parcimonie. Parcimonie. Moi, j'ai dit, pas ni parcimonie. Parce que ça, c'était le cœur du système. Et j'ai mis tout. J'ai dit très clairement ce qui se passait. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et pas autrement. Esclavage et épigénétique. Oui, juste quand même pour Oui, signaler je vous en prie. l'ouvrage de Madame Goudin-Bastide sur l'effroi et la terreur, Oui. sur la question qui décrit très bien ce qui se passait. Cette dame, c'est une métropolitaine. Je parle de nous. Je parle de nous ici. Esclavage Martiniquais de couleur. et épigénétique des cicatrices biologiques transgénérationnelles. On va arriver à serrer la question. Emmanuel. Oui, alors Eddy a commencé à en parler. C'est en gros les grands traumatismes de l'histoire créent un choc qui, selon la théorie de l'épigénétique, impacte le système génétique des gens. C'est ça et ça a été mesuré par ceux qui ont observé cette affaire dans les populations de Vendée qu'évoquait Daniel, la Shoah. Entre les peuples Hutus et Tutsis également. Il y a eu des mesures qui ont été faites là-dessus en Afrique. Et puis, bien évidemment, dans les populations qui ont souffert de l'esclavage chez nous. Donc, c'est un phénomène qui est mesuré dans à peu près toutes les populations, avec en effet un débat, parce que le débat n'est pas tranché. Et scientifiquement, le débat n'est réellement pas tranché. C'est vrai. Il n'est réellement pas tranché. Mais bon, avant de rentrer dans la structure même du débat, juste ou pas juste, rappelons quand même ce que dit l'épigénétique en termes simples. L'épigénétique dit que l'environnement brutal peut influencer l'expression de nos gènes. Alors, ça n'est pas en réalité une modification du système génétique, mais c'est en quelque sorte une trace, une cicatrice, une attaque. Ouais. Et donc, ça influence l'expression de nos... Voilà. Le terme scientifique, ouais. Et donc, le stress intense, les violences subies par les personnes réduites en esclavage auraient pu provoquer des modifications biologiques susceptibles d'être transmises à leurs descendants. C'est ça l'épigénétique. C'est une trace qui se transmet de génération en génération sur, alors disait le colloque, 7 générations. C'était ça le chiffre qui avait été retenu. Et deuxièmement, ces cicatrices biologiques pourraient expliquer une partie des comportements et certaines vulnérabilités qu'on observe aujourd'hui. Ça peut être des vulnérabilités de santé, par exemple le diabète. Ça peut être des troubles anxieux chroniques, etc., etc. Voilà ce que dit l'épigénétique. Et quand effectivement Aimé Charles Nicolas a sorti son livre après le fameux colloque, c'était en 2020, c'était juste avant en 2019, je crois. 2017. 2017. Moi, je l'avais reçu pour qu'il m'explique, et j'avais été très choqué par ce chapitre-là. D'ailleurs, on l'avait rencontré ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Je ne connaissais pas Aimé Charles Nicolas, mais je voulais quand même qu'il m'explique de visu
si réellement il y avait ce déterminisme. Enfin, moi, j'avais mal compris ce qu'était l'épigénétique, et je lui disais, mais ôtez-moi d'un doute, y a-t-il un déterminisme qui fait que nos systèmes génétiques mutuels, aussi bien quel que soit le côté où on se situe en réalité, a-t-il été réellement modifié, auquel cas ça rend vain les efforts que les uns et les autres pourraient faire pour essayer de corriger les choses. Et là, j'étais rassuré par sa réaction. Il m'a clairement dit, et tu étais là, il m'a dit, non, l'épigénétique, c'est une trace, ça se soigne, je suis psychiatre, en 4 mois, je soigne ça. Et donc, la problématique qu'il a mise sur la table à ce moment-là, c'est de dire comment soigner les cicatrices de l'épigénétique. Et c'est là qu'il a lancé notamment, rappelez-vous, son programme 36 heures pour demain. C'était une opération curative dans son esprit. Et d'ailleurs, beaucoup de ces actions entreprises depuis ont pour but, ont pour vocation de traiter le sujet. Mais lui, il a beaucoup de confiance en sa capacité à le faire. C'est Ariane Jacobino, la grande prêtresse de l'épigénétique. Elle qualifie ça de la réversibilité de l'impact, de la méthylisation. Absolument. Ça s'observe en laboratoire. Alors lui, il a et moi, j'avais interrogé une deuxième personne qui est un généticien, et d'ailleurs, sans citer, Eddy l'a cité tout à l'heure, parce que l'idée de commémorer la mémoire des esclaves nommés, des premiers affranchis nommés, va dans ce sens. Va dans ce sens. C'est Serge Romana, c'est sa théorie. Il est sceptique aussi. Et lui, il me dit clairement, je n'y crois pas une seconde. Il dit, comme il dit, l'épigénétique, c'est une vaste blague. Non, mais lui le dit, il dit, je suis généticien, non, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a un facteur culturel qui se transmet de génération en génération par la culture, par le récit, par l'entretien d'une mémoire douloureuse, par plein de phénomènes, mais il ne faut pas adopter l'idée que l'épigénétique fonctionne, sinon ça nous mettrait dans le risque de nous complaire dans un état, on va dire, génétique de victime. Et c'est pour ça que lui, alors, scientifiquement, il apporte ses preuves. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je me garderai d'avoir un jugement. Mais il dit le danger d'y croire scientifiquement, c'est d'installer une logique de victime qui n'est pas la bonne, puisque la vraie bonne logique, c'est un peu ce que tu as exprimé, c'est de dire il faut remettre la souffrance là où elle est réellement et de commémorer la mémoire de ceux qui ont réellement souffert de l'esclavage, c'est-à-dire les premiers esclaves, enfin les derniers, les matricules qui sont passés à homme libre, avec un nom. Et en le faisant, et c'était sa deuxième grande idée, c'est de redonner de l'ancestralité aux familles antillaises issues de l'esclavage, où là, il pose comme postulat qu'une des grandes douleurs, c'est la rupture de lien ancestral, et donc recréer ce lien ancestral avec une racine qui sont les esclaves nommés de 1849. C'est sa grande idée. Dans le cadre que nous avions fait avec le professeur Charles Nicolas, à la suite de la publication de son bouquin, nous avions interrogé Ariane Jacobino, lui demandé si on pouvait appliquer cette théorie de l'épigénétique à la situation martiniquaise. Elle nous avait répondu nettement que non, ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop de temps écoulé depuis les affres, depuis les souffrances de l'esclavage. Les chefferies et royaumes africains ont joué un rôle central dans la traite transatlantique des esclaves. Autrement dit, regardons notre histoire avec lucidité. Monsieur Marajo. Non, pas Monsieur Marajo. C'est qui maintenant? On a changé. Non, on n'a pas changé. Dès le départ, c'était moi. Ah oui, c'est toi. Oui, alors rapidement. Et simplement pour préciser que, quel que soit le sujet, quelquefois il est nécessaire d'avoir vraiment le recul et de ne pas considérer que l'histoire commence au moment où, par exemple, commence la colonisation et la traite transatlantique. L'esclavage, ça existait depuis l'Antiquité. Je pense que parmi nous, nous sommes assez âgés pour avoir vu Spartacus quand on était enfant. Et donc, c'était au moment de l'Empire, c'était avant même Jésus-Christ. Donc, l'Antiquité, ça existe depuis l'esclavage, ça existe depuis l'Antiquité. Pendant tout l'Empire romain. Après, ça a été en Europe, ça a été l'esclavage. Et puis, avant la traite transatlantique, il y a eu la traite arabo-musulmane. Et ça, qui a duré du 8e au 18e siècle. C'est énorme. Et c'est donc avec des circuits où l'Afrique était concernée, puisque dès ce moment-là, il était question de pratiquer la razzia
de pratiquer des guerres militaires et de pratiquer des tribus, c'est-à-dire que des royaumes, pour pouvoir obtenir la paix, consentaient à donner à livrer un certain nombre de leurs ressortissants à titre de tribu. Donc ça existait depuis. Ça n'exonère personne. Non, je te laisse faire. Ça n'exonère personne. Je sais. Mais simplement, je veux dire, et c'est pour souligner en plus le continent africain depuis quand il a été victime de ces razzias. Et lorsque le développement économique fait que les pays européens vont s'adonner à la traite transatlantique, on va donc avoir ce basculement où on va avoir la prédation en Afrique et qui va se diriger vers les Antilles et vers les États-Unis. Et il faut bien qu'on ait conscience pour ne pas avoir de jugement moral, que ce sont des rapports de puissance, des rapports de domination, des rapports commerciaux. Lorsque des responsables africains vont commercer, et puisque ça a été très tabou, hein, pendant longtemps, il n'était pas question de parler du rôle des royaumes africains, que ce soit le Dahomey, actuel Bénin, que ce soit l'Angola, que ce soit le Ghana. Il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire qu'on avait dit tous les Africains sont des Noirs, sont des victimes, et il n'est pas question qu'on puisse considérer qu'il y ait des Noirs africains qui aient participé au système esclavagiste. La réalité n'est pas ça, n'est pas celle-là. La réalité, il n'y a que des hommes qui étaient dans des empires et qui se faisaient la guerre et qui, à un moment donné, ont échangé et dans un commerce, ont pris des prisonniers qu'ils ont vendus à des personnes parce qu'il y avait une demande donc, pour pouvoir obtenir ces personnes. Et c'est ceux qui achetaient les captifs venaient les revendre dans les Antilles pour faire fonctionner un système économique qui était le système et c'est la plantation. C'est une réalité. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et c'est de plus en plus documenté. Si la question a été pendant longtemps taboue, elle devient de plus en plus documentée pour savoir exactement quelles sont les régions, à quoi ça correspondait. Et il y a un historien français qui soulignait comment dans l'historiographie et dans la présentation, souvent on a présenté les chefs africains qui étaient des chefs de clans peu civilisés, qui se sont laissés séduire par de la verroterie. Il suffisait que les Européens viennent. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus organisé. C'est-à-dire qu'on avait en face des commerçants et des commerçants, c'est-à-dire qui échangeaient. Et ça n'a rien à voir. Même dans la présentation, quelquefois, il y a eu cette volonté de stigmatiser en disant que c'était des non-civilisés, que c'était des sauvages à qui il suffisait de faire miroiter les choses. C'est pas ça. La réalité, c'est que c'est un système qui fonctionne en mettant en place les ports français, les capitalistes français, les bateaux français qui font commerce avec d'autres partenaires africains pour pouvoir faire fonctionner le système d'habitation qui est le système de l'esclavage. La réalité, c'est ça. Le royaume du Dahomey, c'est le Bénin actuel, avait son économie structurée autour de la traite, jusqu'à 9000 esclaves livrés par an. 9000, petite commune de chez nous. L'Empire Ashanti, c'est le Ghana, entretenait de nombreuses campagnes militaires pour obtenir des esclaves échangés contre des armes. Parce que c'est important, on en a plus. Tu en parlais, la suprématie. Le royaume du Congo, avec un K. Angola-Congo, relations anciennes avec les Portugais, esclavage issu de conflits internes. C'était des goumeurs. Le royaume de Yo, au Nigeria, l'utilisation d'une cavalerie puissante pour capturer et vendre des esclaves. Alors, dans le ressentiment, s'il fallait l'entretenir, nous devrions donc avoir une sorte de colère et de haine contre nos empereurs et nos royaumes africains, et non pas les encenser avec nos histoires d'afro-descendants, etc. Nous devrions avoir un ressentiment très fort contre la bourgeoisie de Bordeaux, etc. Nous devrions avoir un ressentiment très fort contre les gouvernements de l'époque, le roi Charles, machin chouette, etc. Et puis on devrait être que ressentiment. C'est pour ça qu'il faut s'alléger, puis il faut quand même reconnaître que l'histoire est avec finie. une exigence de connaissance, de savoir évident. ce qui s'est passé. C'est évident. Il faut connaître, il faut savoir pour répartir un petit peu sa colère et sa haine contre tout le passé, et puis se dire finalement, vivons le présent, vivons heureux, vivons bien,
Et puis le prochain sujet, qui c'est qui le traite? Ah ben, c'est tout le monde La si on question a des le temps des réparations. réparations. Oui, ben, il faut réparer. C'est Christian Il faut qui est réparer, c'est Christian. Bien, alors, Il faut je réparer. merci de me donner la parole. Et vous dire, commencer par une anecdote, un petit peu comédie, parce que Eddie aime bien aller voir les gens de Grand-Rivière ou d'Ajoop à Bouillon. Et un jour, je suis sur la route de Ducos qui mène à Petit-Bourg, et puis je vois une dame campagnarde, et donc je m'arrête, je la dépose. Et puis, c'était quelque temps après les turbulences qu'il y a eu à la fin de l'année, là, chez nous. Mhm. Et la dame me dit, ah, mais Mozawa la télé, enfin, bon, on Oui. parle de Zitata, et puis elle commence à me parler, et puis elle me dit, il y aura des réparations. Mais nous a réparé, hein. Ou pas un monde qui a touché l'argent, ou pas un monde qui a allé à l'hôpital pour rien, etc., etc. Elle me donne toute une panoplie De réparation. de choses, si vous voulez, qui sont liées, bien évidemment, à notre départementalisation et au système social dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est pour commencer. Bien. Alors, dans un deuxième temps, c'est vrai que cette question de réparation, elle a interpellé beaucoup. On s'est dit, réparer quoi? Est-ce qu'il faut réparer? Réparer comment? Etc. Mais je crois qu'au fur et à mesure, tu parlais de connaissances, je pense que ce concept devient un peu pertinent. En tout cas, c'est mon premier regard. Hein. Il peut avoir sa pertinence, vous voyez, mais peut-être pas dans une forme financière telle qu'on la voit. Bien, alors, ceci étant, aujourd'hui, la question de la réparation, elle est posée par la société civile, elle est posée aussi par des institutions internationales. Donc, c'est quelque chose qui devient sérieux. Il y a plusieurs formules. On parle effectivement de restitution d'objets. On a bien vu ce qui s'est passé en France, par exemple. On parle de financement de politique éducative. On parle de politique de coopération et de développement. On parle d'excuses publiques. C'est aussi quelque chose à laquelle beaucoup sont sensibles. Hein. Vous avez vu la Belgique qui s'excusait publiquement. On parle de création de fonds pour soutenir les communautés. Donc, si vous voulez, le constat, il est là. La violence de la colonisation, elle est, quoi qu'on dise, elle est bien inscrite dans l'histoire. Alors moi, j'aurais aimé un petit peu aussi proposer quelques sujets, si vous voulez, qui, par rapport à nous, et je regarde mon ami Emmanuel, et je l'ai pris en charge par l'État et l'Europe des charges sociales de nos territoires. Et Dimaraj, l'autre jour en télé, il dit, tu paies 2 000 € de salaire, ça te coûte 3 900 €. Donc, si vous voulez, c'est concret. Nous sommes un petit territoire à petit marché. C'est bien qu'on ait un droit social évolué, mais comment une entreprise peut supporter de telles charges? Il faut poser ces questions-là. Et ça peut peut-être faire l'objet d'une convention avec l'État et avec l'Europe pour que, effectivement, l'emploi soit facilité par l'allègement des charges. Bon, je pense aussi à des promotions prioritaires pour nos territoires en matière de destination touristique. Par exemple, si vous voulez, tout ça, ce sont des dispositifs qu'on peut... Je pense à l'obligation de la continuité territoriale, les mécanismes de fonds européens. Donc, il y a, à mon avis, un certain nombre de terrains sur lesquels nous pouvons, à mon avis, nous aurions pu, en tout cas, argumenter pour pouvoir, effectivement, trouver les équilibres nécessaires pour qu'on puisse bénéficier un petit peu de cette reconnaissance historique de la réparation. Je voulais que tout le monde s'exprime, mais je le voilà, en fait, je me suis permis de... Alors, regardez, en lisant effectivement cette thèse, alors beaucoup, notamment les procès qui ont été faits par le MIR et autres, revendiquaient des réparations matérielles. Moi, j'aurais été gouvernant quand j'aurais pris des parts de budget quelconque, budget sur la banane, budget sur le fond, budget sur le cyclone, j'aurais mis ça dans un sac, j'aurais dit, voilà les réparations financières, il fait. Réparation morale, la loi Taubira, qui a reconnu ça comme un crime contre l'humanité, et il ne prévoyait pas de réparation, mais elles sont faites, je l'ai fait. Je prends une part du budget de ceci, une part du budget de cela, une part du budget de cela, je le mets dans une enveloppe, je me répète, je le sais, et je vous dis, voilà les réparations pour l'esclavage. Et puis tout le monde est content, puis on a réparé l'esclavage. Pour le reste... C'est bien ce que Césaire ne voulait pas. Bon, alors pour le reste, les commémorations. Les commémorations, alors je vais vous éviter la lecture. 10 mai, journée nationale de mémoire de la traite. 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Et puis ensuite, chaque territoire, chaque département a des commémorations. Bon, alors maintenant, passons à la musique. Jingle. Bon, ouf, on va sortir n'est-ce pas, de l'esclavage pour pouvoir parler musique. Et aujourd'hui, j'ai proposé de vous parler de Guy Vadelu. D'ailleurs, je vais consacrer 2 émissions, une à Guy Vadelu et une à Guy-Marc Vadelu, qui est son fils aussi, qui est un très grand pianiste, la semaine prochaine.
Alors, Guy Vadelu, il est né en 1952 à la rue Pérignon, à Fort-de-France. Très tôt, il est allé aux Anses d'Arlé et aux Trois-Îlets parce que sa maman lui avait laissé pour sa marraine. Et puis, il a vécu dans la campagne, quoi. Et à 14 ans, il est retourné à Fort-de-France. Il a rencontré un dénommé Julien Tarquin qui l'a initié à la guitare. Et quelque temps après, il remplaçait Julien Tarquin qui jouait au Manoir, ce que vous avez connu, quelques personnes ont connu le Manoir, à la rue des Religieuses, c'est ça? La rue des Religieuses, absolument. Et puis, donc, il a pris des cours et puis il s'est formé à la basse. Bon, pour ne pas tarder, on va déjà regarder une première vidéo de Guy Vadelu. Bonne musique. Beaucoup qu'on a joué, musique africaine, beaucoup ça danser, musique africaine, beaucoup apprendre à danser, musique africaine, mais c'est musique africaine, beaucoup qu'on a joué, musique africaine, beaucoup ça danser, musique africaine, beaucoup apprendre à danser, musique africaine, mais c'est musique africaine. Africa, 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 Africa. Alors, pour les plus jeunes, ils ne peuvent pas imaginer, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on était coupé de l'Afrique. Et c'est vrai que le CERMAC, notamment, a favorisé cette reconnaissance de l'identité africaine. On a commencé à porter des boubous. C'est vrai, à une époque. Et là aussi, bon, je pense que Vadelu fait un clin d'œil à cette nouvelle Afrique, quoi. Fokoussa dansait musique africaine. Donc, c'était un moment historiquement où la musique, effectivement, rapprochait un petit peu nos îles de l'Afrique. Et puis, il a continué donc, au Manoir jusqu'en 1980. Il a rencontré Barel Copet, il a rencontré de nombreux artistes. Il a été influencé par la musique yéyé, il a été influencé par la musique haïtienne. Et puis après, il a travaillé avec Céline Ferriat, Godzom, Roger Audibert, etc. Et puis, il s'est mis au trombone. Avec Pierre Rassin, il a appris le trombone. Il a appris le trombone aussi avec Al Liouva, aussi, qui a été son prof de trombone. Et je vous propose effectivement une improvisation lors d'un concert qu'ils ont fait à Galatrium avec Manuel Sainte-Rose, une improvisation au trombone de Guy Vadelu. Je l'approche. Merci beaucoup. Musique pays, sans pays. Merci un peu. Belle la main, belle initiative de Jean-Michel Cabribol. Belle la main, c'est musicien encore. Belle la main. Belle coup de chercher à monsieur Pascal. Ça va, on va pas faire un Monsieur qui va plus, c'est pour la patrie. Waouh! C'est Jonathan. Merci. Oui. Alors bon, c'est pas exactement ça, mais enfin, on va retrouver. Guy Vadelu a beaucoup joué dans le tourisme. C'est important parce qu'on a déjà fait ici le rapport entre la musique et le tourisme, l'importance de la musique dans le tourisme. Et Guy Vadelu, il a joué au Méridien, il a joué également beaucoup dans des pianos-bars, enfin à la Villa Créole. Et voilà, il s'est confronté beaucoup à la clientèle touristique, à qui il a transmis bien évidemment le goût de la mazurka, le goût avec des ballets, des choses comme ça. C'était une époque très intéressante. Et puis là, on va l'écouter parce que, comme vous le savez, que Guy Vadelu, ça a été un promoteur de la mazurka. On va écouter un titre qu'il a composé avec la participation de Céline Ferriat. Danser en harmonie, belle musique du pays, surtout entre amis. Grouper amoureusement, Bamla qui vous choisit, c'est peut-être pour la vie. C'est doux rêve cabini, oubliez tout souci. Yes, musique aujourd'hui, et pas et puis autant magie. Ah, chérie, prends-moi dans pas l'histoire nous commencer. Faites-moi Jackie t'étais. Quand moi qu'à balancer, c'est l'amour qui prend nous, flèche qui pitche chez nous. Tout ça et puis en masse du pays. Yes, musique aujourd'hui, fais pas et puis autant magie. Bissey. Guy, c'est quand même de très bons souvenirs. Hein. Vous voyez cette belle chanson aussi qui a été beaucoup dansée, qui a été beaucoup diffusée.
Et Guy, c'est aussi une quinzaine d'albums. C'est des spectacles magnifiques qu'il fait chaque année à l'Atrium avec la collaboration de son épouse Marguerite, Oui, sur les qui tenues. fait des Tenues, costumes, qui fait ouais. des chorégraphies. Et puis Guy, c'est aussi les enfants. Il a aussi intégré les enfants dans sa distribution Ouais. musicale. Et on va voir quelques images d'un carnaval avec les enfants. Si vous voulez chanter, si vous voulez zouker, si vous allez chanter alors. Si vous voulez chanter, si vous voulez zouker, si vous allez chanter alors. Pepito mi corazón, Pepito en nos zouker. Matnik c'est pays chalet, Matnik c'est pays ambiance en nous zouker. Pepito mi corazón, Pepito en nos zouker. Matnik c'est pays chalet, Matnik c'est pays ambiance en nous zouker. Si quieres cantar, si quieres bailar, si no quieres nada, alors. Voilà un patrimoine très intéressant, à mon avis, qui doit être communiqué aussi aux jeunes. Alors Guy, c'est aussi des représentations à l'extérieur. C'est beaucoup de tournées en France, c'est le Festival de Marie-Galante, c'est des tournées à New York, à la Nouvelle-Orléans, Festival de Lafayette. Donc, c'est important parce que je veux dire que c'est la Martinique aussi qui s'exprime dans tous ces environnements. Et puis Guy, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas seulement un artiste, hein. Il joue de la guitare, il joue un peu de piano, il joue du trombone, il compose, voilà, il fait des spectacles, il produit des disques. Il y a véritablement une dynamique, un investissement. Voilà, c'est un homme dont la contribution, à mon sens, est quand même tout de même importante pour la Martinique et je crois qu'il est intéressant, effectivement, qu'on puisse le reconnaître. Alors, je vais vous proposer une dernière vidéo, ça s'appelle Paladji Mazukla. C'est aussi un cri Ah oui, au patrimoine. Best-seller, ça. Best-seller, voilà, avec Céline Fériac, je crois. Ouais. Maman m'a dit, papa m'a dit, surtout quand dit, maman m'a dit, papa m'a dit, surtout quand dit, heureusement, maman là, heureusement, papa là, vous mettez joli pendule à l'air, vous faites nous faisons danser ma soeur. Heureusement, maman là, heureusement, papa là, grâce à nous qui sauver ma soeur, nous bouge à ma soeur. Pour terminer, nous avions organisé un prix de la SACEM au Méridien et il avait eu un trophée comme meilleur compositeur pour cette œuvre-là. Trophée remis par Fernand Donatien. Et Guy me dit, ce jour-là, Fernand a dit, ce jeune-là, il ira loin. Voilà. Et ça a été le cas. Il avait bien vu. Belle parole, comme dirait Mano de RCI. Merci beaucoup d'avoir participé à ce masterpiece d'émission, à ce chef-d'œuvre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, M. Arajo. À très bientôt. Je ne sais pas vous dire quand je vais vous voir. Enfin, on verra ça. Au revoir, tout le monde.